Doumbia pour dire que le problème n'est pas la candidature du président Ouattara. Il a fait un troisième mandat, il peut en faire un quatrième, un cinquième. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que en 2024 là, on adresse les bonnes questions qu'il faut pour préparer 2025. Donc, il faut un dialogue inclusif entre tous les acteurs politiques pour trouver des compromis avant 2024. Alors, la diplomatie ivoirienne est adossée à la diplomatie de la CEDEAO, qui condamne quand même ce qu'on appelle les coups d'État, les pushs. Alors, tout récemment, quand on essaie de voir les trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire, qui ont perpétré des coups d'État, c'est-à-dire à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, alors on a vu quand même l'allure avec laquelle le président Ado a condamné vigoureusement. Alors, qui parle de démocratie condamne quand même toute prise d'armes par la voie militaire. Alors, partant de cette posture, on peut d'ores et déjà penser que la démocratie en Côte d'Ivoire est sous la houlette du président Alassane Dramane Ouattara euh, peut être considérée comme une prise de position qui rime bien avec les principes démocratiques. On va donc démarrer, hein. Je crois que bon, le top départ est donné. Bonjour à vous tous, hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour enregistrer une émission dénommée L'heure des citoyens sur la West Africa Démocratie Radio à Dakar au Sénégal. Je rappelle que ce magazine, hein, traite de la question de la démocratie en Afrique de l'Ouest avec un focus sur trois pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Ghana. Nous abordons dans ce magazine plusieurs questions en lien avec la démocratie. On parlera de citoyenneté, on parlera de politique publique, de gouvernance, de développement, de droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passerons en revue, hein, toutes les questions liées au renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest, hein, une région qui est plongée dans une crise de la démocratie. Et pour cette discussion avec vous, madame, messieurs, je suis avec mon collègue, hein, Sani Moumouni Sebou, à qui je vais donner la parole. Et avant qu'on vous présente rapidement pour vous permettre également de vous connaître, et on entrera dans le vif du sujet juste après cela. Alpha Aboubakar, comme vous l'avez dit, hein, pour ce premier numéro de l'Heure des citoyens, c'est un débat. Nous rappelons que chaque fin de mois, nous aurons un débat par rapport à l'Heure des citoyens. Et au début de chaque mois, nous aurons une émission qui va présenter des contenus, des reportages et des enquêtes sur les questions de démocratie, de droits civiques et de gouvernance. Alors, pour ce premier débat, nous faisons l'état des lieux de la démocratie en Côte d'Ivoire en lien, évidemment, avec la question de développement, parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de développement. Et nous discutons avec des experts qui sont en ligne. Avec nous de la Côte d'Ivoire, Ali Doumbia, il est docteur en sciences politiques, il est enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonjour à vous, docteur Doumbia. Bonjour, les camarades, bonjour. Nous sommes aussi avec un homme qui nous parle de Bamako au Mali, Paul Oula, il est spécialiste des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec une dame, Pulchérie Balé. Elle est militante figure de la société civile ivoirienne, présidente du Forum des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame Balé. Bonjour, bonjour à tous. Et nous espérons bien que nous serons rejoints par le quatrième invité en la personne de Prince Tawa Neto. Il est enseignant en sciences politiques. Alpha Aboubakar, voilà, le décor est ainsi planté. Chers auditeurs, merci de nous rejoindre. Merci à vous, Sani Moumouni Sebou. Avant de donner la parole à nos invités, hein, je rappelons que nous aurons presque 1 heure de temps de discussion pour faire l'état des lieux de la démocratie en Côte d'Ivoire, comme annoncé un peu plus haut. Alors, dans la première partie, nous camperons la discussion pour présenter un peu, hein, et avoir une vue d'ensemble sur la démocratie ivoirienne. Et dans la seconde partie, nous discuterons
du développement de la Côte d'Ivoire, car on ne peut parler de démocratie, de stabilité démocratique sans bien sûr parler de développement, le développement qui va avec la démocratie. Alors justement, pour entrer dans le vif du sujet, comment se porte la démocratie ivoirienne? Nous commençons par vous, docteur Ali Doumbia. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, vous me recevez? Vous me recevez bien? Très bien. Ok. Euh, la démocratie en Côte d'Ivoire. Bon, il faut dire que la démocratie, si la démocratie a pour indice la stabilité, l'inexistence de la guerre, et tout ça, la Côte d'Ivoire a connu quand même des périodes très difficiles. Hein, depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a connu des phases assez déplorables de son histoire démocratique. On a eu le coup d'État de 1999, on a eu les crises politiques qui ont suivi après la chute de Laurent Gbagbo. Tout ceci s'est fait dans un environnement chaotique. Voilà, pour dire que la Côte d'Ivoire est en train de reconstruire, de construire vraiment cette valeur politique démocratique. Comme vous le savez, la démocratie, c'est un processus et nous sommes lancés dans ce processus. Et la Côte d'Ivoire, contrairement aujourd'hui au Sénégal, qui est un pays assez stable, qui est l'un des meilleurs pays démocratiques en Afrique, la Côte d'Ivoire quand même a connu des périodes qui ont eu frein quand même, qui ont balafré son processus pratique. Aujourd'hui, les dirigeants actuels sont en train de travailler afin de réconcilier, mais il faut connaître, il faut que une fois, il y a quand même balafré notre démocratie qui a déchiré notre tissu social. Et tous ces indices-là ne sont pas ne sont pas assez positifs pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que nous sommes en train de nos chemins, le processus est en cours, le processus n'est pas encore achevé, les dirigeants sont en train d'y travailler et on espère que dans un délai bref, la Côte d'Ivoire va connaître cette vraie démocratie entière, je vais dire. Voilà. La démocratie, comme vous êtes en train de le dire, c'est un long voyage avec des phases de bégaiement. Et ces phases de bégaiement, justement, nous les avons perçues, nous les avons appréhendées dans votre exposé, docteur Doumbia. Madame Magbalé, si on vous disait de nous dire ce que vous pensez de la santé de la démocratie ivoirienne, que diriez-vous? Est-ce que vous validez le développement que le docteur Doumbia nous a présenté tout à l'heure? Oui, il a tout à fait raison, mais moi je dirais que il y a un recul démocratique par rapport aux principes démocratiques et par rapport à la façon dont la gouvernance est gérée. Vous savez, comme il a dit, depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire a traversé des crises. Depuis 1990, où le pluralisme euh, des partis a été accepté, il y a eu beaucoup d'acquis, mais depuis 2010, nous pensons qu'il y a un recul démocratique. D'abord parce que la façon dont les dirigeants actuels sont arrivés au pouvoir n'était pas démocratique, puisque si on veut être légaliste, depuis 2010, après les élections, le Conseil constitutionnel avait déclaré un vainqueur. Après, on a eu le même Conseil constitutionnel l'année suivante qui a déclaré un autre vainqueur. Donc déjà, au niveau même de l'alternance, il y a eu un problème. Maintenant, dans la pratique actuelle de la démocratie, la plupart des principes démocratiques ne sont pas respectés. La séparation des pouvoirs existe dans les textes, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. L'état de droit est très, très menacé. Pour nous autres, on estime qu'il n'existe pas. Il y a aussi le respect des droits de l'homme qui n'est pas garanti. Et puis, le dialogue politique est tel que nous sommes très inquiets pour les prochaines échéances électorales. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que pour ma part, nous ne sommes pas dans un contexte démocratique en Côte d'Ivoire, qu'il y a eu beaucoup de recul.
Nous allons nous intéresser maintenant à Paul Oula qui nous parle de Bamako. On est tenté de comprendre quelle est l'image que projette la Côte d'Ivoire sur la scène internationale avec tout ce qui vient d'être décrit par les deux interlocuteurs que vous avez écoutés. Alors, merci beaucoup. Alors, si on essaie de voir, la Côte d'Ivoire quand même donne une bonne image de la démocratie sur la scène internationale à travers son président Alassane Dramane Ouattara. Parce que si on essaie de voir, alors la diplomatie ivoirienne est adossée à la diplomatie de la CEDEAO, qui condamne quand même ce qu'on appelle les coups d'État, les pushs. Alors, tout récemment, quand on essaie de voir les trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire qui ont perpétré des coups d'État, c'est-à-dire à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, alors, on a vu quand même l'allure avec laquelle le président Ado a condamné vigoureusement. Alors, qui parle de démocratie condamne quand même toute prise d'armes par la voie militaire. Alors, partant de cette posture, on peut d'ores et déjà penser que la démocratie en Côte d'Ivoire est sous la houlette du président Alassane Dramane Ouattara euh, peut être considérée comme une prise de position qui rime bien avec les principes démocratiques. Alors, si on essaie de voir, en dehors de ces prises de position sur la scène internationale, il est intéressant d'interroger la démocratie même au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'interne. Si on essaie de voir à l'interne, moi je pense très sincèrement que le président Alassane est tout sauf un démocrate. Si on essaie de voir, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a régressé. La Côte d'Ivoire se classe 109e sur 139 pays en matière d'indices permettant de mesurer la santé des démocraties sur la scène internationale, qui est publié tout récemment par W Justice. Ça, c'est un élément factuel. Partant de là aussi, il est intéressant de Ah, questionner aussi le oui, Paul principe. Oula, permettez-moi, il y a, à mon avis, un peu il y a une zone d'ombre quand on prend votre raisonnement. La première partie, vous dites que la Côte d'Ivoire renvoie sur la scène internationale une bonne image en matière démocratique. Et la deuxième manche, c'est que en interne, il y a des soucis. Quelle est l'idée qui se dégage en général? Comment est-ce qu'on peut comprendre que on puisse manœuvrer à l'extérieur pour avoir une bonne image et en interne, ça ne va pas? Oui, ça se comprend aisément parce que si on essaie de voir le président Ado sur la scène internationale, jouit quand même d'une très bonne réputation, eu égard des différents postes qu'il a occupés sur la scène internationale. Alors, pour garder cette relation avec ses partenaires, il urge quand même qu'il souffle dans la même trompette que ses partenaires. Je pense que cette posture seulement met en exergue ses prises de position sur la scène internationale, quand bien même qu'à l'interne, les principes démocratiques sont quand même menacés. C'est ça que j'étais en train de tenter d'expliquer un peu. Oui, allez-y. Quels sont les indices en interne qui prouvent que les signaux sont au rouge? Alors, si on essaie de voir aujourd'hui, alors, l'opposition est muselée. Ça, c'est très plausible. Si on essaie de voir aujourd'hui, les partis politiques qui ne soufflent pas dans la même trompette que le président Ado sont quand même en train de courir à la maca. Ça, c'est intéressant de La le souligner. maison, Ensuite, la- oui, si on essaie de voir tout récemment, les deux leaders qui étaient membres alliés du Premier ministre Guillaume Soro viennent d'être poursuivis tout récemment, alors que la classe politique est en train de dire que il y a quand même la justice a été caporalisée par le régime Ado. Et en 2020, plusieurs journalistes ont Ado été Alassane Dramane prisonniers. Ouattara, c'est ça. Alors, si on essaie de voir aujourd'hui, la liberté d'expression euh, n'est pas effective en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas Ok. effective. Et si on essaie de voir, alors, la justice aussi Allô? a fuité. Donc, au regard de tout ça aujourd'hui,
on peut dire que la santé de la démocratie en Côte d'Ivoire est quand même très menacée, Mm. même si le président Je, a je, tenté quand même de montrer une bonne image sur la scène internationale. À cela, il faut ajouter quand même le troisième mandat. Le troisième mandat, c'est aussi un putsch contre la J'espère que vous Constitution. m'entendez. J'ai vu. Voilà. Oui. Paul Oula était en train de terminer son raisonnement. Le troisième mandat, il était en train d'en parler. C'est le Le professeur. troisième mandat, il est anticonstitutionnel. Mm. Tout le monde savait que le président Ado, quand même, à l'époque, avait clamé haut et fort qu'il allait quand même faire seulement 2 mandats. Et aujourd'hui, se réclamer démocrate et quand même porter atteinte au principe sacro-saint de la démocratie, quand même, est tout à fait contradictoire Mais de Paul la. Oula, il y a eu quand même une modification constitutionnelle qui a remis les compteurs à zéro pour Ouattara. Oui, mais les modifications constitutionnelles ne sont pas antérieures à la posture, à la prise de position politique du président Ado. La je, modification a été faite pendant qu'il était président. Mm. Cela sous-entend qu'il avait quand même des arrière-pensées avant de venir. Mm. Avant que Alors, qui Alpha parle de Aboubakar ne prenne la démocratie, parole, oui, pour, Paul Oula, oui, vous pour terminez. conclure, qui parle de démocratie doit Mhm. quand même accepter non seulement les règles du jeu démocratique qui est ancré sur l'alternance démocratique, surtout à la tête des institutions, Mm. plus précisément à la tête des États. Mm. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais alors pas là, qui voulait prendre la parole, oui. moi, j'aimerais réagir, hein, c'est possible, hein, je vais réagir. C'est le docteur Doumbia. Tout à fait, tout à Allez-y, fait. allez-y, ouais. Vous m'avez posé une question, je vais faire un peu le bilan de façon J'ai objective suivi. de la santé démocratique en Côte d'Ivoire. Voilà, Oui. j'ai été bien clair. Hein. Mm. J'ai dit si la démocratie rime avec la stabilité à tous les niveaux, la Côte d'Ivoire a connu quand même des phases assez tumultueuses de son histoire qui a écorché un peu notre démocratie. Mm. Mais j'ai entendu des collègues parler, madame a parlé, ce dernier intervenant. Ils ont quand même évoqué des choses sur lesquelles j'aimerais quand même réagir. Allez-y. La question de positionner la Côte d'Ivoire, pays non démocratique à partir de 2010, est une erreur historique qu'il ne faut pas commettre, je veux dire. Voilà, vous avez, en justifiant, en disant comment la Ouattara est venu au pouvoir et comment il gère son pouvoir, je ne suis pas en train de faire le procès de Ouattara de qui que ce soit, mais vous voyez déjà comment M. Laurent Gbagbo accède le pouvoir en 2000, lui qui était ami avec Ouattara à l'époque, et après, en 2002, une rébellion. Combien de journalistes ont été torturés en Côte d'Ivoire, comment des choses ont été faites en Côte d'Ivoire, vous voyez comment les choses ont progressé. Je suis en train, de façon objective, de vous dire comment la santé démocratique de la Côte d'Ivoire, depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur jusqu'à aujourd'hui, mais de dire que dans la période de gestion de Ouattara, il y a eu des difficultés, je ne suis pas d'accord avec cette position. Et de dire que la démocratie en Côte d'Ivoire a régressé, il faut des indices assez solides pour le dire. Il faut des indices assez solides pour le dire. Voilà. Parce que quand vous comparez le temps de Ouattara et le temps de Gbagbo Laurent, où les journalistes n'avaient pas de vie, quand vous parlez de Jean Hélène, il a été tué sous le pouvoir de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas assez intéressant de le dire. Quand vous voyez comment nos frères de la sous-région étaient torturés en Côte d'Ivoire à un moment, est-ce que l'opposition pouvait régner à ce moment-là aussi? Donc, pour dire qu'il y a eu des phases assez difficiles, qu'est-ce que soit dans le pouvoir de Ouattara comme de Gbagbo, il y a eu quand même des périodes qu'on peut évaluer. Mais d'ici là, dire que Ouattara il a piétiné la démocratie en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, nous qui vivons en Côte d'Ivoire actuellement, nous savons comment la Côte d'Ivoire fonctionne. C'est vrai, il le dit. La démocratie est un processus. Voilà, la démocratie est un processus que les dirigeants actuels devront faire l'effort de travailler dans le sens de l'équilibre, dans le sens de l'équité, de telle sorte qu'on ait une vraie culture démocratique en Côte d'Ivoire. Mais de là, dit que Ouattara a baisé. Et puis la question de du troisième mandat d'Alassane Ouattara, vous l'avez dit, la constitution en Côte d'Ivoire a été modifiée. Là, ce n'est pas l'émotion de Ouattara de dire qu'il ne sera pas candidat. Est-ce que les tests de la Côte d'Ivoire, les tests fondamentaux de la Côte d'Ivoire permettent à M. Ouattara d'être candidat? La Constitution a été modifiée. Quand la Constitution a été modifiée, les acteurs à la Constitution disent clairement que le compteur a été mis à zéro. Que Ouattara dise qu'il ne soit plus candidat ou pas, ça c'est une appréciation assez personnelle. Mais tant qu'il décide d'aller à un autre mandat, c'est que la Constitution lui donne l'opportunité d'y partir. Voilà. Et dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, tout a régressé, rien ne va. Et nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous savons comment la Côte d'Ivoire
au-delà de d'autres pays de la sous-région, est assez positionné. Comme je l'ai dit, nous sommes en quête de vérité, de dire qu'il faut reconstruire la démocratie en Côte d'Ivoire, il faut y travailler, mais chose à aller comparer la Côte d'Ivoire démocratique sur Ouattara et sur Gbagbo Laurent, je pense qu'il y a beaucoup à dire à cet effet. C'est ce que j'aimerais dire surtout pour clarifier des positions. Avant de donner la parole à Alpha Aboubakar, nous allons écouter le docteur Tawaneton qui nous a rejoint. Il est enseignant en sciences politiques. Il est à l'université Alassane Ouattara. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. D'accord, ok. Dites-nous quel est votre avis quand on parle de la santé de la démocratie ivoirienne aujourd'hui? Bien, je suis heureux de vous rejoindre avec quelques difficultés. Alors, je pense que je peux avoir deux positionnements, deux avis à émettre sur la question de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le premier avis, c'est qu'il faut effectivement reconnaître au président Ouattara d'avoir quand même fait avancer le processus démocratique peut-être au niveau de la réconciliation. Au niveau de la réconciliation, parce que c'est vrai, l'opposition, on va dire, dite significative, quand même, fonctionne sur l'échiquier politique. Laurent Gbagbo est rentré, Blé Goudé aussi. Donc, ce sont, et bien sûr, Tidiane Thiam est entré. Bon, il n'était pas en exil, mais il est tout de même entré avec on va dire, la liberté qu'on observe dans ses mouvements et il a pu prendre la tête du PDCI. Donc, tout va bien. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de cela pour constater quand même qu'il y a encore des poches de résistance Tout à fait, dans la marche démocratique. Voilà. Voilà, il y a des poches de résistance dans la marche démocratique de la Côte d'Ivoire. Et je pense que la démocratie veut aussi dire que tous les acteurs politiques aient la possibilité de travailler et de mener leur activité politique sur l'échiquier politique. Et à ce niveau, il y a quand même un bémol qu'il faut y mettre. Et là, je fais un clin d'œil à Guillaume Soro, qui est un acteur politique majeur de la Côte d'Ivoire, qui fait l'objet de poursuites et dont la condamnation à perpétuité est quand même analysée par certains comme une condamnation purement politique. Et voilà, Vous en pensez quoi, docteur Neton? Moi, je pense que Guillaume Soro a toute sa place. Il faut le laisser entrer. Il faut, tant que le GPS n'est pas réhabilité et que Guillaume Soro est pourchassé et qu'il fait toujours l'objet de mandat d'arrêt international, il y a un trou noir dans le processus de la démocratie. Parce que Guillaume Soro, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, c'est un acteur politique majeur de la Côte d'Ivoire. Qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire et que ses partisans, et d'ailleurs le dernier événement, l'un de ses partisans a été condamné pour avoir participé à une rencontre de l'opposition sous prétexte que le GPS est dissous. Et justement, pour moi, c'est un trou noir. Si on dit qu'on veut avancer dans le sens de la démocratie, si on est capable de laisser entrer Laurent Gbagbo, de laisser entrer Blé Goudé, et que ces deux-là mènent leurs activités politiques, bon, avec des questionnements, hein. Ils sont condamnés à 20 ans, mais ils ne sont pas en prison, et ainsi de suite. Mais si on peut faire ça, moi, je pense que tant que Guillaume Soro n'entre pas en Côte d'Ivoire et qu'il n'exerce pas, je ne l'aime pas forcément, mais je pense qu'il y a un trou noir. Il y a un trou noir. Et le président Ouattara aurait, je pense qu'il a beaucoup d'intérêt à apaiser la situation avec le GPS. Oui, avant la présidentielle de l'an prochain, n'est-ce pas? Alors, Madame Ballet, vous allez intervenir. Docteur Neton, nous allons aller plus en profondeur dans tous ces détails dans quelques instants. Mais avant, mon collègue Alpha Aboubakar a une question.
Oui, justement, professeur Neto, sinon docteur Neto, je vais d'abord rappeler rapidement que des discussions sont en cours entre le parti de Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire. Alors, la question s'adresse à Pulchéri Ballet. On a souligné d'un côté cette marche de la Côte d'Ivoire vers la consolidation de la démocratie. De l'autre côté, on parlait un peu de ce recul de la démocratie observé ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Alors, dans l'espace citoyen, pour vous qui êtes de la société civile, dans l'espace citoyen, comment est adressée ces questions-là de façon générale en Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. Avant de parler de l'espace citoyen, j'aimerais revenir sur certains points. Tout à l'heure, quand M. Paul Lula intervenait, il a parlé de la CEDEAO qui condamne les coups d'État. Justement, la CEDEAO ne condamne pas tous les coups d'État. En 2010, on a assisté à un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire avec le troisième mandat. Dans les textes de la CEDEAO, le protocole de 2001, en son article 2, nous dit que 6 mois avant le scrutin, la loi électorale ne devrait pas être modifiée. Et c'est ce qui s'est passé en mars 2020, Madame Ballet, exactement à oui, oui, 6 mois du justement. scrutin. Madame Ballet, je voulais me rassurer que vous parlez de 2020 parce que vous avez dit 2010. Ah oui, je voulais dire 2020. D'accord, OK. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2020. Et quand nous parlons de nos réalités. Parce qu'il ne faut pas que M. Ali Doumbia parle comme si nous, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai été victime de ce troisième mandat. Certains ont eu le droit de dire oui au troisième mandat. Nous, on n'a pas eu le droit de dire non. Et parce qu'on a dit non, on nous a emprisonnés. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Et la CEDEAO n'est pas juste, elle devrait traiter les coups d'État constitutionnels tout comme les coups d'État militaires. Ça, c'est juste une précision. La deuxième chose, c'est de dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'alternance véritable. On n'a jamais assisté à une passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est un indicateur du fait que la démocratie se porte mal. Par rapport à la réconciliation, tout à l'heure, le docteur Neto disait qu'il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je voudrais bien savoir quels efforts. Parce que la réconciliation implique qu'on puisse faire en sorte que tous les leaders politiques soient en Côte d'Ivoire pour parler ensemble de toutes les crises que nous avons connues, pour trouver ensemble les solutions pour lesquelles chacun prendrait sa part de responsabilité pour arriver à une véritable paix. Il se trouve que c'est suite à 1001 tractations que certains sont rentrés, mais le président Soro Guillaume est en exil contrairement à la Constitution. Et lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2019 a pris un arrêt pour demander qu'on arrête les poursuites contre le président Guillaume Soro, ce que l'État de Côte d'Ivoire a trouvé de mieux à faire, c'est de retirer sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, vous voyez bien que nous ne sommes pas dans un contexte démocratique. Ensuite, par rapport à la question que vous m'avez posée, actuellement, il y a un problème très grave en Côte d'Ivoire. C'est la loi 315 de 1960 sur les associations qui régissait jusqu'alors les associations. Et en 2020, l'Union européenne, à travers son projet LIAN 2, a financé l'élaboration d'une nouvelle loi sur la société civile. Donc, l'élaboration était en cours. Le dernier atelier a eu lieu en 2021. On n'a plus eu de suite. Et puis, subitement, le 12 juin 2024, on nous dit qu'il y a une ordonnance que le chef de l'État prend pour organiser la société civile. Et quand vous prenez ce texte, vous vous demandez bien qui sont ceux qui conseillent le président de la République en matière de société civile. Parce que cette ordonnance est très liberticide. Je ne peux pas entrer dans tous les détails parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais premièrement, les organisations de la société civile n'ont pas été consultées pour l'élaboration de cette ordonnance. On dit qu'il y a des organisations qui ont été consultées. Nous, on ne sait pas lesquelles. En tout cas, on n'a pas été associés. La deuxième chose, c'est une ordonnance qui ressemble à un code pénal bis.
Madame, vous êtes quand même la présidente du Front des organisations de la société Non, civile de non, Côte non, non, d'Ivoire. non. En fait, je n'ai pas voulu corriger ça tout à l'heure parce que vous étiez en D'accord? train de parler. Je suis la présidente de Alternative citoyenne ivoirienne. D'accord, ok. Je ne Alors, suis pas la Merci. présidente d'un front de la société civile. Je oui, suis la D'accord. présidente. Pulchéry Ballet, Voilà. Pulchéry Ballet, est-ce que vous estimez que les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire ne jouent pas pleinement leur rôle à cause d'une décision des gouvernants? Bon, elles ne jouent pas pleinement leur rôle, mais ce n'est pas à cause d'une décision des gouvernants. C'est tout simplement parce que au sein de la société civile, il y en a qui sont dans la société civile sans connaître le rôle de la société civile. Parce que dans le rôle de la société civile, au-delà de la recherche de financement ou des projets de développement que certaines ONG, enfin, qui constituent le registre de certaines ONG, il y a des ONG qui font le contrôle de l'action publique, comme les nôtres. Et le contrôle de l'action publique n'est pas accepté et compris par les gouvernants en place. Quand vous faites cela, on dit que vous êtes de l'opposition. Alors que nous sommes allés à l'école, nous avons un bon niveau, nous sommes capables d'analyser et de prendre nos décisions. On veut toujours faire croire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que le pouvoir en place fait sont des opposants, ce qui n'est pas normal. Donc, pour revenir à votre question, il y a une ordonnance qui a été prise. Déjà même, les libertés étaient déjà très restreintes. Maintenant, cette nouvelle ordonnance est venue les restreindre davantage. Je vais m'arrêter là. Maintenant, si vous voulez les détails de ce qui nous frustre ou bien nous dérange cette ordonnance, on pourra les donner. Et bien sûr, Oui. Vas-y. Ok. Est-ce que je peux parler? C'est Dr Tawa. Oui, rapidement, docteur Tawa, on va progresser. Allez-y. D'accord, merci. Merci. Je veux pas que ce soit une question à réponse et à l'appel, mais moi, je suis observateur de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Je constate que, dans un premier temps, quand les prisonniers de la haie ont été on va les libérer, pour qu'ils puissent entrer en Côte d'Ivoire, il a fallu de la négociation. Eux-mêmes ont engagé aussi la négociation parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, quand bien même qu'ils étaient les citoyens, ils n'avaient pas la possibilité d'entrer tant que le pouvoir ne l'avait pas voulu. Et qu'après négociation, ils sont entrés. Donc, comment j'observe ça? Je dis oui, il y a des avancées. Mais par la suite, j'ai dit qu'il y a des trous noirs parce qu'il y a une opposante politique majeure qui est encore dehors. Il faut le dire. Donc, quand je dis qu'il y a des avancées, je donne des faits. Mais effectivement, je dis qu'il y a un bémol qu'il faut mettre parce que tous les acteurs politiques n'ont pas encore la possibilité de participer aux jeux politiques. Par cela seul que la personne de Guillaume Soro n'est pas à négliger dans l'échiquier politique national. C'est pour ça que je dis, oui, il y a des avancées, mais il y a effectivement des trous noirs. Donc, ça, il faut le reconnaître. Merci. Tout à fait, on a compris votre explication, docteur Tawa. Alors, on va progresser hein, dans la discussion. On va parler cette fois des politiques publiques de développement en Côte d'Ivoire, quand on ne peut parler de renforcement de la démocratie sans parler de développement, notamment des politiques publiques de développement. Alors, docteur Ali Doumbouya, quelle analyse en faites-vous par rapport à cela? Docteur Doumbia, votre micro est coupé, on n'arrive pas à Oui, vous recevoir. vous me Oui, recevez, allez-y. vous me Oui, c'est recevez, bon, on vous reçoit, voilà, vous me allez-y. recevez. Oui, et par rapport à cette question, j'aimerais dire qu'après le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, le président Ouattara a eu un long temps de quiétude quand même de gestion, il faut le dire. L'environnement propice à lui a permis quand même qu'il puisse dérouler son programme comme il le voulait. Donc du coup, aujourd'hui, vous voyez la Côte d'Ivoire en termes de développement infrastructurel, la Côte d'Ivoire a un niveau assez appréciable, assez enviable, et la Côte d'Ivoire évolue bien à cet effet. Il y a certainement des problèmes au niveau social. Les gens trouvent que le marché est très cher et c'est mon constat également. Et les dirigeants, ils sont aussi conscients de cela, doivent travailler pour que, afin que les Ivoiriens puissent manger malgré les bourses assez limitées.
Et ça aussi, c'est une difficulté qu'il faut dénoncer. Il faut permettre quand même à ce que chaque population de notre pays puisse vraiment manger et se soigner assez décemment. Sinon, à part ça, je peux dire au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, beaucoup d'efforts sont faits. Aujourd'hui, au niveau de l'électrification, la Côte d'Ivoire quand même à un niveau assez enviable. Voilà, donc je vais même m'arrêter là pour l'instant. Pulchéri Ballet, est-ce également le constat que vous faites, vous qui œuvrez au niveau de la société civile? Pulchéri Ballet, votre micro est coupé, on n'arrive pas à vous recevoir. Si vous activez votre micro, C'est bon maintenant? Oui, allez-y. Ok. Je disais que effectivement, au niveau de la santé, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Les plateaux techniques sont en train d'être améliorés. Il y a la couverture maladie universelle qui a été lancée. Il y a des difficultés, c'est tout à fait normal parce que beaucoup ne comprennent pas encore son intérêt. Mais c'est vrai qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup d'avancées. Au niveau infrastructurel également, il y a beaucoup de réalisations, mais malheureusement, au niveau purement social, il y a des problèmes. D'abord, au niveau infrastructurel, tout est trop concentré à Abidjan. Le président Félix Houphouët-Boigny avait lancé le transfert de la capitale à Yamoussoukro pour déconcentrer un peu le développement. Quand les autres présidents sont arrivés, le président Bédié a intégré ce transfert-là dans le schéma directeur de Yamoussoukro. Le président Gbagbo avait commencé à réaliser certaines infrastructures et à notre grande surprise, quand M. Ouattara arrive en 2011, en janvier 2012, on abroge le décret de création du programme de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Du coup, Abidjan est saturé. Abidjan est saturé et les autres villes de l'intérieur vraiment se plaignent. Il y a pas de réalisation importante là-bas, bien qu'il y en ait quand même. Il y a le problème aussi du réseau routier, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur l'agriculture et il se trouve que dans les zones de production, les pistes rurales sont très dégradées. Cela joue sur le prix des produits parce que quand les acheteurs sont obligés d'aller vers les producteurs, ce n'est pas les produits qui viennent vers les acheteurs. Il y a une surenchère qui se fait et on paye les produits à des coûts en dessous du prix officiel. Donc, les planteurs se plaignent. C'est tout ça aussi qui participe à la cherté de la vie parce que quand les commerçants vont chercher les produits vivriers à l'intérieur, sur la route aussi, le racket fait que arriver à Abidjan, tout est cher. C'est l'une des raisons aussi de la vie chère. Donc, au niveau social, on constate ces faits-là, mais il y a aussi le problème récent des déguerpissements. Le développement est fait pour l'homme. Sous le président Bédié, on a déplacé les gens de Washington à Biabou, on les a réinstallés. Et sur tous les projets de développement qui sont financés par des bailleurs, on réinstalle aussi les populations. Mais sur les projets qui sont pilotés uniquement par l'État de Côte d'Ivoire, il y a un problème. Donc, au lieu de lutter contre la pauvreté comme cela l'est dans ses prérogatives, aujourd'hui, nous assistons à des déguerpissements abusifs, même dans des quartiers lotis où les gens ont leur papier. Et même si les gens n'avaient pas leur papier, c'est pas l'État qui a leur maison. Oui. Madame Ballet, les autorités ont quand même annoncé un plan de relogement de ceux qui ont été déguerpis. À quel moment? Dans la foulée des logements, lorsqu'on prend ce qui s'est passé à Bobo, lorsqu'on prend ce qui s'est passé à Jesco, à Boribana, il y a eu des plans de relogement qui ont été annoncés. Maintenant, dans les faits, c'est une autre question. Quand on est un gouvernement responsable, on n'attend pas qu'il y ait des problèmes pour annoncer des plans de relogement. Ce sont des personnes qui sont installées dans ces maisons-là. On les déplace en pleine année scolaire, en pleine saison pluvieuse, sans les recenser, sans rien leur donner. Et c'est après coup qu'on vient annoncer des choses qu'on ne fait pas d'ailleurs. Le 13 mars 2024, lorsque
il y a eu le bruit autour de GESCO, le gouvernement a pris des mesures qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas appliquées. Il y a eu un début d'application à GESCO et à Tekoubé, mais avec des listes frauduleuses parce que le recensement n'a pas été préalable. Donc, le recensement, il s'organise, il se planifie. Les gens sont installés là depuis des dizaines d'années. Quand on veut les déplacer, on communique avec ces personnes, on ne les surprend pas. Ce qui s'est passé dans cette dizaine, même quinzaine de déplacements, les gens n'ont pas été avertis. On vient au milieu de la nuit comme des voleurs, on vient, on casse leur maison avec leurs effets personnels sous les gravats. Les gens se retrouvent du coup sans rien, des scolarités sont interrompues, il y en a même qui meurent sur le champ, qu'ils ont des attaques cardiaques. Donc, le développement n'est pas fait pour détruire des vies, n'est pas fait pour détruire des familles, n'est pas fait pour détruire des scolarités. Madame Ballet, nous allons écouter les autres co-débatteurs. Nous allons donner la parole à Paul Oula, sur la question du développement de la Côte d'Ivoire. On a cru comprendre dans toutes les interventions par rapport à cet aspect particulier, notamment celle de Dr Doumbia et celle de Madame Ballet il y a un instant, qu'il y a un travail assez important qui doit être fait sur le plan du capital humain. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire investisse dans l'humain. C'est ce que vous comprenez aussi? Oui, je le comprends parfaitement. Alors, je voudrais juste vous dire que la répartition des temps, quand même, ne sont pas du tout équitables. J'ai fait seulement une seule intervention et les autres sont dans leur deuxième, troisième intervention. Voilà, donc c'est ce qui veut dire qu'il y a quand même une inéquité ici en tant que tel. Voilà, donc pour revenir maintenant à votre question, je voudrais dire à ma très chère Valette plus chérie que pratiquement on est sur la même longueur d'onde parce que quand on parle de la CEDEAO, naturellement, on parle de ce qu'on appelle le communautarisme. Alors, tous les pays qui sont quand même membres d'une entité communautaire sont obligés quand même de s'y plier aux différentes règles qui régissent l'organisation de cette organisation en question. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en phase avec moi, vous avez appuyé ma démarche en ce qui concerne la prise de position de Alassane sur la scène internationale et même à l'interne, surtout au moment où il s'est entré à faire une révision constitutionnelle. Alors maintenant, pour revenir à votre question, moi je voudrais dire très sincèrement que sur le plan macroéconomique, Alassane a réellement travaillé, il faut le reconnaître. Cela rime beaucoup avec sa formation économiste. Mais sur le plan social, je pense qu'il a moins réussi. Pourquoi? Parce que si on essaie de voir déjà dans la macroéconomie, vous allez voir que le mandat de Alassane est quand même de chiffre de croissance économique très poussé. Et la répartition des richesses n'a pas suivi. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui souffre en matière d'indice du développement humain. Si vous regardez par exemple les rapports du PNUD, vous allez trouver qu'aujourd'hui, malgré toutes ces avancées en matière économique, alors il y a un grand écart entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. C'est là, pour résorber ce déficit, il est impérieux que le président Ado quand même essaie quand même de mettre en place des mécanismes pour essayer de résorber ce déficit qui est aujourd'hui plausible. Alors, si on essaie de voir aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est même considérée comme un pays émergent qui talonne un peu sur le plan économique le Maroc. Ça, c'est indéniable. Et si on essaie de voir aujourd'hui, le PIB, c'est pratiquement à 86,9% milliards de francs CFA. Et si vous essayez de voir aujourd'hui, même le budget a connu une hausse drastique. Et en 2025, le budget prévisionnel, c'est pratiquement à 15 000 milliards de francs CFA. Ce qui est aujourd'hui un record sur le plan économique. On peut dire que Alassane est une école. C'est une école. Il faut le reconnaître. Et sur le plan économique aussi, il faut regarder aussi, si on essaie de voir
la construction des grandes infrastructures, les universités, les autoroutes sont quand même considérées aujourd'hui comme des agrégats économiques très plausibles. Alors, sur le plan social, aujourd'hui, il faut, à cela, il faut ajouter aussi même le SMIC, qui est aujourd'hui à 75 000 francs CFA. Ça aussi, c'est une avancée. Alors, à cela, il faut ajouter la cherté de la vie. Aujourd'hui, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Les prix de location des habitats ont connu une hausse drastique. Les prix les denrées quand même, les denrées alimentaires aussi ont connu une hausse. Tout cela aujourd'hui met en exergue que le président Ado a quand même échoué sur le plan social. Il faut reconnaître. Donc, le succès économique doit être accompagné aussi par des mécanismes sociaux permettant de résorber ce déficit social. Alors, si on essaie de voir aujourd'hui la paupérisation aussi de la population, est aujourd'hui aussi une réalité en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Et à cela, il faut ajouter aussi Madame Palette a un peu pioché du doigt, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des États africains qui ont aujourd'hui encouragé la centralisation. Ce qui veut dire que les grandes infrastructures se trouvent au niveau des grandes villes et au niveau des capitales régionales. Donc, il faut aujourd'hui mettre en place des stratégies de décentralisation. Alors, la décentralisation a vu le jour en Afrique de l'Ouest dans les années 90, à la suite de l'avènement de la démocratie. Donc, Alassane doit aujourd'hui mettre en place des mécanismes efficaces pour décentraliser. Et la décentralisation doit aussi être accompagnée par non seulement des transferts de ressources financières, des ressources économiques, des ressources matérielles et même des ressources humaines, afin que les collectivités locales puissent quand même se prendre en charge et mettre en place des volets de développement endogène au détriment des indices de développement économique que Alassane est en train de prôner par-ci, par-là. Voilà. Donc, réellement, il faut essayer de mettre en place des stratégies de développement endogène axées autour de la décentralisation. Parce que si on essaie de voir, Alassane était bon élève de la macroéconomie prônée par les États-Unis, qui n'est autre que les indices de développement humain, pardon, les indices de développement économique, qui encouragent, c'est-à-dire les investissements étrangers. Et aujourd'hui, la Chine a beaucoup investi en Côte d'Ivoire, alors que par le passé, c'était pratiquement les Européens, plus précisément la France avec ses alliés. Et aujourd'hui, cette ouverture internationale a donné une chance au président Ado de pouvoir développer son pays, mais tout en occultant le secteur social. Et aujourd'hui, regardez par exemple le cas des chômages, par exemple. Le chômage aujourd'hui constitue le nœud gordien du pouvoir du président Ado. Vous n'êtes pas sans savoir que les médecins quand même demandaient assez qu'on les intègre automatiquement. Et si on essaie de voir aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes docteurs qui chôment en Côte d'Ivoire. Et en dehors de cela aussi, dans d'autres secteurs, l'économie informelle peine à se formaliser. Et les vendeurs ambulants, tout récemment, nous avons vu, étaient un peu empêchés quand même à mener leur activité suite à une politique économique que le président Ado est en train de prôner. Donc, voilà un peu les points forts et les points faibles sur le plan de politique publique du régime Ado. Sur cet aspect, nous allons écouter Dr Tawa Neto et puis après, nous allons nous pencher sur l'échéance qui arrive, la présidentielle de 2025, notamment voir qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue lorsqu'il s'agit de débat politique, parce qu'en Côte d'Ivoire, élection rime avec violence, surtout violence verbale. Docteur Tawa Neto, sur la question des politiques publiques. Très bien, merci à vous. Je souscris au développement de mes deux prédécesseurs. Par contre, je vais inscrire
cette félicitation que je donne au président Ouattara dans le contexte sécuritaire. Vous savez, Oufou a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et on a pour habitude de dire, la paix précède tout. Quand on a un régime politique qui a su imposer la paix, voilà, on va le dire ainsi, voilà. Mais donc, in fine, qui travaille dans un contexte politique apaisé, la Côte d'Ivoire a des ressources et donc, effectivement, on peut assister à ce à quoi on assiste. Vous voyez, le président Bédié a donné à la postérité le programme qu'on appelait les 12 éléphants d'Afrique. Mais Bédié, père à son âme, il a travaillé dans un environnement politique très délétère et hostile. Et vous voyez, il a été victime du coup d'État, il est parti. Donc finalement, en termes d'acquis sous la présidence Bédié, pratiquement il n'a rien. Laurent Gbagbo, bien sûr, je ne fais pas, je fais abstraction de la parenthèse GUI parce que c'était un régime de transition. Mais Laurent Gbagbo, arrivé au pouvoir, n'a pas su imposer ce climat de sécurité. Alors, est-ce que c'est sa faute? Bon, je ne suis pas là pour juger, mais je constate que l'un des premiers acquis du président Ouattara, effectivement, c'est d'avoir été capable de donner, d'imposer la sécurité au pays. De sorte que quand tout ceci a été possible, finalement, bien sûr, vous voyez, il a alors, en tant qu'un très bon économiste, finalement, il a pu déployer son programme. Et vous voyez, la plupart de ce qu'il a pu réaliser se trouve dans les 12 éléphants, le programme de Bédié. Donc, oui, on ne peut pas nier au président Ouattara d'avoir fait effectivement avancer la Côte d'Ivoire. Il a vraiment raison quand il dit qu'il avait besoin que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Peut-être que nous y sommes. Mais attention, l'aspect social a parfois manqué, mais aussi la question de la communication sur les grands projets ont parfois manqué, ou a parfois manqué. Et j'en veux pour preuve, vous voyez, le déguerpissement, on en parle de plus en plus, ce qui a eu lieu à Djamé tout récemment, c'est finalement l'un des grands trous noirs. Et quand le président fait son intervention du 7 août à la nation, il évoque la question et on comprend que l'indemnisation qui devait avoir lieu en amont n'a pas eu lieu. Donc, à partir du moment où le social intervient trop peu dans les politiques de développement du président, je pense que c'est quand même un bémol et qui laisse quand même quelque chose à voir. Sinon, bien sûr, c'est un grand économiste et je pense que c'est justement l'absence de cet aspect social-là qui fait que le président Thiam trouve voilà, des espaces d'expression quand il évoque la notion d'indice humain du développement, IDH. Voilà. Donc, oui, il faut le développement, mais il faut inclure le développement dans le social en ayant un regard important pour les droits fondamentaux, pour les droits de l'homme. Voilà ce que je peux dire. Alpha Boubacar, nous allons aborder la question du débat politique, parce que la Côte d'Ivoire s'apprête pour une présidentielle. Les élections présidentielles qui auront lieu donc en 2025, octobre 2025, normalement, en Côte d'Ivoire. Et justement, la question s'adresse au docteur Ali Doumbouya. Finalement, comment repenser le débat politique pour adresser les vraies questions de développement en Côte d'Ivoire? On a vu Tidjane Thiam qui a commencé à se pencher sur cette question. On parlait tantôt d'aller vers un véritable développement social. Finalement, comment repenser le débat politique en Côte d'Ivoire pour adresser les vraies questions de l'heure? Merci. À tout effet, il faudra d'abord interpeller nos leaders politiques. C'est-à-dire, depuis près de 2 à 3 décennies, les Ivoiriens sont pris en otage par des politiciens ivoiriens. Vous voyez, quand on parle de réconciliation nationale, on se demande qui faut réconcilier. Est-ce que les Ivoiriens, dans leur généralité, ne sont pas réconciliés? Est-ce que les Ivoiriens, dans leur généralité, sont encore dans les guéguerres, sont encore dans la guerre? Non.
mais c'est un tout petit groupuscule d'individus qui, depuis maintenant près de 3 décennies, est en train de coloniser la quiétude des Ivoiriens. À cet effet, il faudra que nos acteurs politiques fassent très attention. Comme vous l'avez dit en Côte d'Ivoire, quand on ouvre le chapitre politique, le chapitre pardon, des élections, automatiquement s'ouvrent les périodes d'anxiété assez hyperboliques pour nos populations qui pensent que chaque élection, c'est le temps de verser du sang, c'est le temps de révolte. Et la camarade le disait tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de transition pacifique. Voilà, il n'y a jamais eu de transition pacifique, sauf la transition entre, entre une personne et elle-même. C'est-à-dire Ouattara, il se succède à lui-même. Il y a une transition là, pacifique. Sinon, à part cela, la Côte d'Ivoire a connu quand même des périodes de difficultés. Quand Bédier quitte le pouvoir, c'est dans un coup d'État. Quand Guy Robert lui-même, dans sa transition, quitte le pouvoir, c'est dans une période chaotique. Gbagbo Laurent le disait. Quand Gbagbo Laurent également, lui, il doit transmettre le pouvoir à Ouattara, c'est dans une période assez chaotique. Et Ouattara est là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va advenir demain. Donc, c'est ça, de comprendre que la population ivoirienne a assez souffert. Il faut travailler à ce qu'on ne revive plus les scènes passées. Mais d'ici là, tous les acteurs de la classe politique ivoirienne, toutes les organisations de société civile, comme Mme Pucheli en est également, de travailler objectivement à ce que les politiques aient une oreille attentive à toutes leurs observations hein, de la scène politique en Côte d'Ivoire. Travailler à cela de telle sorte qu'on ait un climat apaisé. Effectivement, le jeu démocratique doit se faire à travers les débats politiques, les débats constructifs, venir proposer pour que le peuple puisse adhérer, non pas venir faire la violence. Sinon, les élections antérieures n'ont pas montré cette belle image de la Côte d'Ivoire et n'ont pas permis quand même une bonne alternative du pouvoir. Et cela, nous sommes un peu chagrinés quand on parle d'élections encore en 2025, il faut y travailler. Et je pense que le dialogue politique est ouvert à ce niveau. Les politiciens sont convoqués très permanemment autour des tables. Quand les premiers ministres Patrick Hachi et Amadou Gon Coulibaly d'abord, Patrick Hachi et aujourd'hui le premier ministre Mambéi travaillent hein, incessamment pour que le dialogue politique puisse être vivace, pour que chaque fois les politiciens puissent se retrouver, pour qu'enfin ils puissent s'entendre sur l'essentiel pour libérer vraiment cette population qui n'a que trop souffert des crises politiques à des points finis. Donc on a bon espoir que tous ces dialogues assez entrepris vont permettre quand même de créer un environnement paisible pour que les Ivoiriens puissent aller voter en toute quiétude et que la transition politique puisse se faire sans difficulté. Paul Ola, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que à l'international, les esprits s'échauffent un peu parce que la Côte d'Ivoire se prépare à une élection et comme on est en train de le dire, ce n'est jamais une période facile pour le pays. Que faut-il faire pour que 2025 ne soit pas une année où il y aura un bain de sang comme on l'a connu par le passé? Alors, pour qu'il n'y ait pas un bain de sang comme on l'a connu par le passé, moi, je propose deux options. Alors, la première option, c'est que il faut que Alassane renonce à un second mandat. Alors, c'est une condition permettant de briser la glace entre les différents acteurs qui sont sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Parce que si on essaie de voir aujourd'hui, tout porte à croire que Alassane quand même sera candidat parce qu'on est à presque un an, presque un an des élections. Et jusque-là, il n'a pas encore, il s'est pas encore prononcé. Moi, je pense très sincèrement que si Alassane parvient aujourd'hui à renoncer à... Pensez-vous que l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Coutois, s'adressait à lui quand il a dit il faut savoir partir? On souhaite que cette interpellation ne tombe pas dans la sourde oreille de M. Ado. C'est ce qu'on souhaite. C'est quand même un premier pas permettant quand même d'éviter une crise électorale, sinon post-électorale. Parce que si on essaie de voir aujourd'hui, si on peut le dire, excusez-moi, le bouc noir dans le jeu électoral ou dans le marigot politique ivoirien, c'est pratiquement ado. Sinon, aujourd'hui, même les acteurs récalcitrants aujourd'hui se sont réconciliés. Aujourd'hui, Gbagbo parle bien avec Guillaume Soro et Guillaume Soro parle bien avec Blé Boulet. Et aujourd'hui, quant à Tidjane Thiam
est pratiquement la personne qui entretient plus ou moins une posture neutre entre les deux camps et qui a quand même un carnet d'adresses assez riche sur la scène internationale. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, le premier point Si, Paul consiste... Oula, au cas où, admettons que Ouattara se retire, Gbagbo, Laurent, s'il est encore dans la course, et on imagine mal Ouattara se retirer, s'il est sûr et certain que Gbagbo ira. Alors, si à la fin de ce retire, moi je pense très sincèrement qu'il y aura quand même une coalition au niveau des partis politiques et qui se réclament de l'opposition. Plus précisément le bloc de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Je pense que ça, avec ça, quand même, on peut oser croire que il y aura quand même une décrispation de ce climat politique qui est plus ou moins délétère aujourd'hui. Alors, en dehors de ça, aujourd'hui, je pense que d'ores et déjà, il est impérieux que le président Ado puisse quand même ouvrir des couloirs d'échange entre les partis politiques afin de créer un mécanisme de dialogue entre les différents acteurs du jeu politique aujourd'hui. Ça permettra aujourd'hui de créer un climat entre griffes d'inclusion sur le plan politique et aujourd'hui, ça permet aujourd'hui aussi de battre en brèche ce sobriquet qui est collé au président Ado et qui consiste à dire qu'il est en train seulement de travailler avec les gens qui soufflent dans la même trompette que lui. Aujourd'hui, ça permet aussi de rassurer un peu la classe politique qui se réclame de l'opposition, et plus précisément l'aile politique qui est aujourd'hui dirigée par Laurent Gbagbo. Il faut le dire, Laurent Gbagbo aujourd'hui, il est populaire aussi. Il est populaire, il faut le reconnaître. Donc, il est fort probable aujourd'hui qu'il y ait quand même un nouveau maillage politique sur la scène politique ivoirienne. Pelchéry Igbalé, vous le disiez tout à l'heure, le vrai problème en Côte d'Ivoire actuellement, c'est comment il faut faire pour mettre l'Ivoirien au cœur de tout processus de développement à travers une politique qui prend en compte ses aspirations. Pour vous, que doit être le débat politique pour cette présidentielle qui s'annonce? Est-ce qu'il faut céder dans les provocations, dans les provocations personnelles? Est-ce qu'il faut céder dans la diatribe quand on parle des acteurs politiques ivoiriens? Les plus grandes crises ivoiriennes sont électorales. Les plus grandes crises ivoiriennes étant électorales, moi je pense que il faut que les acteurs politiques soient responsables. Et si nous voulons des élections apaisées en 2025, la responsabilité du président de la République est très grande. Parce que entre les décisions juridiques et les décisions politiques, il faut qu'il puisse user de son pouvoir pour calmer le jeu. Actuellement, le contexte de 2010 est en train de se mettre en place, malheureusement. Et ça a été la crise la plus meurtrière. Le dialogue politique est rompu depuis 2022. Il n'y a pas eu de dialogue politique entre le pouvoir en place et l'opposition. L'opposition elle-même ne semble pas être suffisamment responsable pour avoir une stratégie qui lui permette d'être forte. Mais au-delà de tout cela, nous, en tant que société civile, il y a deux choses qui nous soucient. C'est l'inclusivité et la transparence des élections. Par rapport à l'inclusivité, il est nécessaire que le président Ouattara trouve la solution pour rendre le président Gbagbo éligible. Parce que en septembre 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris un arrêt pour demander que le président Gbagbo soit réintégré sur la liste électorale. Ça n'a pas été fait et jusqu'aujourd'hui, on prétexte de sa condamnation pour l'empêcher de se présenter. Alors que nous savons que c'est quelqu'un de très populaire et nous savons que le fait de ne pas accepter qu'il soit candidat peut créer des troubles. La deuxième chose, c'est par rapport aux électeurs, par rapport au droit de vote. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des difficultés pour obtenir la carte nationale d'identité. Alors que c'est avec cette carte nationale d'identité
qu'on se fait inscrire sur la liste électorale. Pour qu'on puisse s'inscrire sur la liste électorale, si on n'a pas la carte d'identité, on fait comment? Ça va entraîner l'exclusion de certains électeurs. Pendant que certains ont leur carte en 10 jours, en 2 semaines, j'en connais dans ma famille, il y a des gens qui attendent 4 ans, qui s'inscrivent même 5 fois, ils n'ont pas leur carte jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème à ce niveau qu'il faut régler. Par rapport à la transparence, il s'agit de la commission électorale dite indépendante. Cette commission électorale pourquoi vous estimez que c'est commission dite indépendante? Dite indépendante parce qu'elle ne travaille pas comme une commission indépendante. Donc, il y a des réformes à faire au niveau du processus électoral lui-même et il faut qu'un dialogue politique s'engage sur ce sujet-là avant 2025 pour que le pouvoir et l'opposition s'entendent sur un minimum avant qu'on arrive en 2025 parce qu'en 2025, les intérêts seront beaucoup plus marqués et le dialogue risque d'être plus difficile. Donc, nous pensons qu'il est important que nos politiques soient responsables, tant le pouvoir en place que l'opposition, pour trouver des compromis qui vont nous empêcher d'aller dans des conflits en 2025 parce que pour nous, tous les ingrédients sont réunis pour ne pas qu'on ait des élections apaisées. Donc, il faut qu'on fasse tout pour trouver les solutions dès maintenant pour éviter qu'il y ait encore une autre crise. Et bien sûr, docteur Tawadeto, on va terminer par vous. Comment aller vers des élections apaisées en octobre 2025? Merci. Vous savez, la folie, c'est de recourir aux mêmes causes et espérer des effets différents. Dans ce pays, en Côte d'Ivoire, mes prédécesseurs l'ont dit, les crises sont en réalité produites par des élections imparfaites. Et la question d'inclusivité dans l'élection en Côte d'Ivoire est très importante. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on veut des élections apaisées en prenant le risque d'exclure des acteurs majeurs. Je voulais parler tout à l'heure de Sori Guillaume. Il y a un qui a parlé de Laurent Gbagbo. C'est des acteurs majeurs. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse enjamber leur inéligibilité et espérer une paix pérenne. Première chose. Deuxième chose, c'est la question du 4e mandat. Bon, il y en a qui vont dire que c'est un 2e mandat. En réalité, c'est un 4e mandat. À minima, si le président Ouattara, qui se dit juridiquement éligible, a envie de se faire un 4e mandat, il va falloir permettre à tous les acteurs politiques de pouvoir se présenter et assainir le milieu de la commission électorale pour qu'on, au moins une fois, nos pères, ceux qui sont nos aînés, hein, qui sont proches de la tombe, ou d'autres de notre génération, aient accès à des élections incontestées qui puissent permettre soit au président en fonction d'être élu et que sa réélection soit acceptée, soit à une opposition qui accède au pouvoir sans forcément l'épreuve du bain de sang. Et je pense que le président Ouattara a une très, très grande responsabilité. Je ne peux pas comprendre comment on peut se convaincre dans son camp qu'il est naturellement éligible et penser que les autres accepteront de ne pas concourir. Bon, peut-être l'opposition aura-t-elle la sagesse sénégalaise. Franchement, la démocratie sénégalaise, elle est applaudie par ce qu'elle nous a donné de voir. Mais les contextes sont différents et les pays sont différents. Est-ce que l'opposition ivoirienne a cet amour aussi fort pour laisser Ouattara dans l'éventualité où le candidat être candidat et accepter que des membres de l'opposition significative
ne soit pas éligible et fasse la passe à d'autres personnes. Bon, mais en tout état de cause, le bilan politique de Ouattara s'éternirait s'il, est candidat et s'il refuse que l'opposition significative le suive dans la bataille. Et c'est à cela que nous l'attendons. Sans oublier que le président Ouattara n'est pas un jeune. Aujourd'hui, il a 83 ans. Rappelez-vous que le président Bédi avait son âme, avait cet âge, et toute la Côte d'Ivoire disait que Bédi est vieux. Le président Ouattara, il a fait 15 ans, il a offert à la Côte d'Ivoire la paix que nous observons, il a offert à la Côte d'Ivoire le développement que nous avons là. Bien sûr, on l'a décrié sur certains points, mais les acquis sont là. Je pense qu'il gagnerait à accompagner tout ce parcours politique en laissant la Côte d'Ivoire dans une paix dont il serait un grand artisan. Voilà ce que je pense. Alors, nous allons demander si dans le forum, il y a d'autres interventions avant qu'on puisse clôturer cette émission. Docteur Doumbia, il semble que vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais beaucoup intervenir, saluer mes collègues. Voilà, Madame Balé a toujours des démêlés avec notre justice, avec le pouvoir en place, parce que lui est reproché toujours d'être du côté de l'opposition. Je pense qu'elle arrivera à travailler de telle sorte que la société civile qu'elle défend soit réellement soutenue, qui exprime toute la grande volonté de nos populations. Et je l'encourage à travailler dans ce sens. Et maintenant, dit que le président Ouattara doit renoncer à un prochain mandat pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Je ne lis pas vraiment la paix en Côte d'Ivoire à ce quatrième mandat. Et c'est ce que je disais tantôt, il faut arriver à démarquer vraiment la paix la paix des populations, de près de 30 millions de personnes à ce groupuscule de politique. Est-ce que vous voyez? Voilà, la Côte d'Ivoire a des tests. Voilà, et il faut arriver à un moment à faire confiance à la justice ivoirienne. Moi, je pense que là, il y a un problème réel entre l'opposition en Côte d'Ivoire a été toujours une opposition qui n'a jamais fait confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Même sous Ouattara, quand Ouattara était à l'opposition, la justice était considérée comme une justice à la merci, au sol du parti en place, etc. On assiste à tout ça. Il faut arriver pour une vraie démocratie à construire une justice qui puisse arriver à créer l'équilibre, vraiment qui puisse adhérer toutes les populations. Et en cela, le couloir d'échange entre les acteurs politiques, mon camarade le disait tantôt, je pense que ce couloir existe. Et Pichini en a dit depuis 2010 qu'il n'existe plus d'échange entre les partenaires politiques. Je peux vous dire que le Premier ministre Patrick Achi, le 4 mars, a réuni dernièrement, avant qu'il ne quitte la primature ivoirienne. C'est vrai que le Premier ministre actuel, Birgit Mambry, n'en a pas encore fait. Le pouvoir en place fait des efforts dans ce sens. On prierait Dieu qu'il continue de faire des efforts pour que dans l'union, la cohésion, tous les acteurs puissent réellement se sentir dans l'évolution, dans cette marche vers la démocratie réelle et vers l'ouverture politique en Côte d'Ivoire. De dire qu'il n'y a pas de... Je pense que le contexte est là. Et qu'aujourd'hui, les acteurs travaillent. Il faut continuer à travailler pour qu'il y ait la démocratie, la paix, qu'il y ait une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, je ne vois pas du tout en quoi ce que Ouattara a renoncé à un quatrième mandat puisse éviter à la Côte d'Ivoire la déchirure. Je ne pense pas du tout. Et autant Ouattara est responsable, autant tous les acteurs politiques sont responsables. Autant Gbagbo Laurent est responsable, autant Blé Goudé est responsable, autant Soro est responsable. Tous les leaders politiques sont responsables de la quiétude qui doit régner en Côte d'Ivoire. Madame Pilcherik Ballet, quelque chose à ajouter, Paul Oula? Oui, je voudrais, avant de donner mon mot de fin, dire que je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de dialogue en Côte d'Ivoire depuis 2010. J'ai dit depuis 2022. C'est en mars 2022 que le dernier dialogue politique a eu lieu. Ensuite, j'aimerais dire que je suis d'accord avec M. Doumbia pour dire que le problème n'est pas la candidature du président Ouattara. Il a fait un troisième mandat, il peut en faire un quatrième, un cinquième. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que en 2024, là, on adresse les bonnes questions qu'il faut pour préparer 2025. Donc, il faut un dialogue inclusif
entre tous les acteurs politiques pour trouver des compromis avant 2024. La seconde chose, il faut que certains arrêtent de se croire au-dessus de la loi. La loi, là, c'est pour tout le monde. La loi est pour tout le monde. Donc, même quand on est au pouvoir, on doit se conformer à la loi. La troisième chose, c'est le dialogue avec la société civile, parce que le pouvoir, c'est la société civile. Et nous autres, on nous traite de société civile de l'opposition parce qu'on dit la vérité, rien que la vérité. Moi, je n'ai jamais dit quelque chose et puis on est venu me prouver que c'est faux. On est venu me prouver le contraire. Nous, on dit la vérité, mais en plus de dire la vérité, on fait des propositions. Donc, quand on gouverne, il faut apprendre à écouter le peuple. Si on ne faisait pas de propositions, on pourrait se plaindre pour dire qu'on ne fait que se plaindre, mais on dit la vérité. La dernière chose, c'est d'assainir l'environnement électoral. La CEI est à problème, elle est décriée par tout le monde. Il faut que dans ce dialogue inclusif que nous réclamons, il faut que les acteurs politiques s'asseyent pour dire avec quelle CEI ils veulent aller en 2025. Donc, s'il y a un dialogue inclusif et sincère, nous pensons que les conditions seront réunies pour que la paix soit même maintenue et renforcée pour 2025. Et on espère que tous les acteurs politiques auront la sagesse de réaliser leurs responsabilités et de les assumer. Voilà. Paul Oula. Ok, pour clôturer, je dirais qu'il est très risqué de partir aux élections et de laisser sur les bancs de touche les deux grands opposants. Plus précisément, je parle de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, qui se trouve aujourd'hui en exil. Alors, c'est une condition sine qua non pour une élection apaisée et inclusive en Côte d'Ivoire. Alors, pour dire à mon ami, j'ai prôné deux options. La première option, c'était si toutefois Alassane pouvait quand même renoncer à un quatrième mandat, si on peut le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, toute la machine électorale, c'est à côté de lui. Et si on essaie de voir aujourd'hui la commission autonome, sinon la commission indépendante chargée des questions électorales, est décriée par les acteurs politiques ivoiriens pour le fait qui est aujourd'hui reproché de son acquaintance avec le pouvoir qui est en place aujourd'hui. Donc, je pense que l'autre condition serait quand même de procéder à une refonte totale du système électoral permettant de mettre en place un jeu équilibré entre les différents acteurs, notamment au niveau de l'élimination des membres de la commission indépendante, plus la révision de la loi électorale. Et en dehors de cela aussi, il faut donner la chance à tous les hommes politiques de se présenter pour cette course électorale. Sinon, sans ça, si on mettra quand même de côté ces deux grands opposants et que le président Ado sera candidat, il y a de très grands risques qu'on puisse assister à une crise post-électorale. Vraiment. Et ça, on ne le souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Paul Oula. Alpha Aboubakar, l'heure des citoyens. Le premier débat, c'est terminé. Et bien sûr, on arrive donc à la fin de ce débat. Je rappelle qu'on était avec le docteur Ali Doumbouya, qui était en ligne d'Abidjan, enseignant en sciences politiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Ali Doumbouya. On était également en ligne de Bamako avec Paul Oula, spécialiste des relations internationales. Merci, Paul Oula. Au revoir. Merci beaucoup. Merci également à vous, Prince Tawa Neton, enseignant en sciences politiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci pour l'invitation et je découvre mon collègue aussi, donc j'en suis heureux. Comment vous allez? Votre micro est fermé. Son micro est coupé. Oui, son micro est coupé. Alors, on vous laissera faire les salutations après et on va se quitter en remerciant également Madame Pulchéri Ballet, militante figure de la société civile ivoirienne, présidente d'Alternative citoyenne en Côte d'Ivoire. Merci, Madame Pulchéri Ballet. Je vous prie de vous et bonne continuation. numéro de box, s'il vous plaît. Je tiens à préciser que je suis de la première promotion de l'université de Bouaké. Ah, bien Mais sûr. voilà. Alors, finalement, vous vous retrouvez entre collègues alors. Bien sûr. Voilà. Ce sont des retrouvailles là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir et bonne soirée.